There are competitions between nation states, and these are not just between the US and China over Taiwan. They're over between Des compétitions existent entre les États-nations. Elles ne se limitent pas seulement aux États-Unis et à la Chine concernant Taïwan, mais également entre de nombreux pays différents pour des territoires grands et petits. Par exemple, la République d'Irlande et l'Angleterre sont en conflit au sujet de l'Irlande du Nord. La question principale est de savoir qui aura le plus d'influence sur ces territoires. En d'autres termes, qui dominera le processus de prise de décision? Je soulève ce point car le concept de domination dans la prise de décision mondiale fait partie du problème qui rend difficile la recherche d'une solution. Par conséquent, nous devons trouver un moyen de dépasser la domination en tant que méthode de prise de décision politique. Actuellement, nous avons les Nations Unies, la Cour mondiale et la Cour internationale de justice. Nous disposons également de forces internationales de maintien de la paix et de divers médiateurs internationaux. Cependant, ces mesures sont loin d'être suffisantes. International Court of Justice, we have international peacekeeping forces, we have various international mediators. None of this is even close to being enough. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Ce soir, je suis ici avec le Dr Ken, un médiateur, facilitateur, enseignant et concepteur de systèmes de résolution des conflits reconnus mondialement. Il est l'auteur de nombreux livres et articles. Depuis plus de 40 ans, il est un pionnier dans le domaine de la médiation et de la résolution des conflits. Il a obtenu un JD, qui est un doctorat en jurisprudence, de l'UC Berkeley en 1966. Il a également obtenu un doctorat en histoire de l'UCLA en 1980. 3 ans plus tard, il a créé le Center for Dispute Resolution à Santa Monica, en Californie. Il a été le principal fondateur de Mediator Beyond Borders. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui vise à créer la paix par la médiation. Docteur Clock, merci beaucoup de nous rejoindre en ligne aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Pascal. Commençons ce premier segment sur la révolution des conflits et la résolution des conflits. Nous discuterons des livres que vous avez écrits et de vos perspectives sur la façon dont les conflits et la médiation fonctionnent. D'après ce que je comprends, vous avez passé une grande partie de votre vie à médier des conflits personnels et institutionnels. Cependant, votre travail récent s'est étendu au-delà de cela. Vous avez commencé à aborder le conflit comme un problème systématique et à vous plonger dans la politique, y compris la guerre en tant que forme de conflit. Pourriez-vous expliquer brièvement comment vous en êtes arrivé à ce point et comment vous percevez le phénomène du conflit aujourd'hui? Wonderful, beautiful question, and one that will take at least an hour to answer, perhaps a few years. Let's begin at the beginning. Super, c'est une question fantastique, et c'est une question qui pourrait prendre au moins 1 heure à répondre, voire même quelques années. Commençons par le début. Qu'est-ce que le conflit? Nous pouvons proposer différentes explications et définitions du conflit. Voici celles qui ont du sens pour moi. Le conflit est une situation où nous sommes bloqués. Donc, la question suivante est, pourquoi sommes-nous bloqués? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Et qu'est-ce qui nous aide à nous débloquer? Une raison pour laquelle nous restons bloqués est un manque de compétences dans la gestion du comportement de quelqu'un d'autre. Une autre raison est notre incapacité à évoluer ou à nous adapter aux circonstances changeantes. Nous pouvons observer cela dans les mariages, les organisations et les États politiques. And we can see this in marriages, we can see it in organizations, and we can see it in political states. We become invested in the status quo. We become simply used to it. We accommodate to it. Nous nous attachons au statu quo. Nous nous y habituons simplement. Nous nous y adaptons de différentes manières. Cependant, l'impermanence est une caractéristique de la vie. Rien ne reste pareil. Ainsi,
Tout ce que nous avons fait pour réussir dans l'ancien paradigme devient inefficace lorsque qu'un nouveau paradigme commence à émerger. Cette situation déclenche un ensemble typique de réactions. Certaines de ces réactions sont très similaires à celles identifiées par Elisabeth Kubler-Ross en relation avec les étapes de la mort et du mourir. La première réaction est le déni. Nous croyons que rien ne change. Nous pensons qu'il n'y a pas de problème ou de conflit. Nous pouvons observer cela dans nos relations personnelles, ainsi qu'en politique. Nothing is changing. There are no problems. There is no conflict. And we can see this in our interpersonal relationships, but we can also see it at a political level. And so what we discover is that conflicts are what are called scale-free phenomena. Ainsi, nous constatons que les conflits sont ce que l'on appelle des phénomènes sans échelle. En termes scientifiques, cela signifie qu'ils sont des fractales. Une fractale est un type d'auto-organisation qui est auto-similaire à toutes les échelles. Par exemple, si vous observez la côte du Japon depuis 1 mile de hauteur, elle ressemblera essentiellement à ce qu'elle est à 1 millième de pouce près. En d'autres termes, les motifs sont auto-similaires à toutes les échelles. Une chaîne de montagnes a également une apparence très similaire que vous l'observiez de loin ou de près. Je crois que le conflit suit ce schéma. Cette compréhension nous permet d'appliquer des méthodes et des techniques qui fonctionnent à petite échelle à des échelles plus grandes, avec quelques ajustements nécessaires. And what this allows us to do then is to translate methods and techniques that work on a small scale to ones that might possibly work with some adaptation on a much larger scale. Ainsi, nous pouvons maintenant revenir à notre définition du conflit. Nous pouvons dire que le conflit est simplement le bruit produit par les défauts d'un système. Cela peut être un système conjugal, un système familial, un système organisationnel, un système social ou un système politique. Ce dont nous avons alors besoin, ce sont des méthodes. Tout d'abord, ces méthodes devraient aider à surmonter le déni. Après le déni, il y a une série d'autres réactions. Celle-ci inclut blâmer le messager et tenter de négocier. Les gens essaient d'échapper à la situation en apportant de légères modifications. Ils espèrent que de petits changements et réformes feront une différence significative. Cependant, lorsqu'un changement systémique se produit, le système commence à résister fortement. Cela est dû au fait que tout à l'intérieur de ce système pourrait être transformé en raison du changement. And tiny little changes and reforms that will hopefully make a difference. But when something systemic is changing, what happens is that the system begins to. Si le conflit est le bruit produit par les défauts d'un système, il peut également être considéré comme l'un des premiers signes d'un changement significatif. Ce changement pourrait être l'émergence d'un nouveau mode de vie qui n'est pas encore compris ou adapté. Par conséquent, le but de la médiation et de toutes les différentes techniques de résolution des conflits et études est d'aider les gens à comprendre le problème. L'une des stratégies que nous utilisons est de distinguer l'individu du problème. Nous devons être doux avec la personne mais sévères avec le problème. Ce concept provient directement du livre de Roger Fisher et William Ury, Getting to Yes. L'objectif est d'éviter la tendance commune à tous les niveaux et échelles de s'en prendre au messager. Il s'agit d'empêcher de blâmer la personne qui identifie le problème comme étant la cause du problème. What the problem is. So one of the methods that we have, for example, is to separate the person from the problem. Be soft on the person and hard on the problem. This is straight out of Roger Fisher and William Ury's book Getting. Au lieu de cela, considérons le problème non pas comme un problème, toi, mais comme un problème, cela. Une fois que nous faisons cela, le déni perd de sa puissance. Il n'est plus aussi puissant. Ensuite, la question se pose, surtout lorsque des changements systémiques se produisent, à quoi ressemblera le nouveau système? Le défi est que pendant toute transition, nous avons un ancien système qui ne fonctionne pas bien et un nouveau système qui n'est que partiellement visible. Donc, personne ne connaît vraiment la réponse à cette question. Cette incertitude effraie les gens et les rend insécurisés. Prenons les conflits entre parents et adolescents comme exemple simple.
Dans chaque famille avec des parents et des adolescents, il y a des désaccords. Par exemple, des conflits peuvent surgir sur l'heure à laquelle l'adolescent doit rentrer à la maison. What's the new system? Well, the difficulty is in any moment of transition, what we have is an old system that isn't working and a new system that's only partially revealed itself. So nobody really knows the answer to that question. And because we don't know the answer, Dans ces conflits, tout le monde se blâme mutuellement. Les parents accusent l'adolescent d'être irresponsable. L'adolescent accuse les parents de vouloir tout contrôler et de manipuler, et ainsi de suite. Cependant, ce jeu de reproches ne nous rapproche pas de la résolution du problème. Alors, quel est le problème réel? Lorsque nous posons cette question, nous passons d'un processus axé sur les positions à un processus axé sur les intérêts. Une position est ce que vous voulez, tandis qu'un intérêt est la raison derrière votre désir. Au départ, l'approche des parents dans ce conflit pourrait consister à affirmer leur autorité en déclarant « Je suis désolé, mais c'est moi qui décide. Tu dois rentrer à la maison à 22 heures, sinon tu devras faire face à des conséquences. » Well, as soon as we ask that question, we shift from a process that is organized around positions to a process that is organized around interests. A position is what you want. Nous pouvons considérer cela comme une approche unidimensionnelle de la résolution de problèmes. En d'autres termes, tout ce dont nous avons besoin est une seule réponse. Nous avons une seule entrée et c'est tout. Cette entrée pourrait être ce que dit le parent, ce que dit le patron ou ce que dit le dictateur. Ainsi, nous pouvons observer qu'à tous ces niveaux, l'unidimensionnalité est essentiellement une réaction à l'anarchie et au chaos causé par le conflit. C'est une réponse à la peur du conflit, à l'incertitude de sa direction et à la tentative d'imposer une solution de l'extérieur, même si cela nécessite la force. Cela pourrait signifier une punition ou toute mesure équivalente. C'est la première étape. C'est logique car l'une des réactions initiales au chaos est d'imposer un ordre. One-dimensionality is essentially a response to the anarchy and the chaos which are unleashed by conflict, the fear of conflict. Cette approche fonctionnera pendant un certain temps. Cependant, lorsqu'il s'agit de jeunes de 15, 16 ou 17 ans, elle ne sera plus efficace. Nous assistons maintenant à un passage d'une approche unidimensionnelle à une approche bidimensionnelle. Quelles sont ces deux dimensions? Ce sont ce que veulent les parents et ce que veut l'adolescent. Nous sommes passés d'une dictature à une sorte de processus parlementaire. Dans ce processus, les différentes parties ont leur propre position et objectifs. Par exemple, un parent pourrait dire « Tu dois rentrer à la maison à 22 heures ». L'adolescent pourrait répondre « Je veux rentrer à la maison à 2 heures ». Alors, quel est le résultat de ce processus de résolution de problèmes bidimensionnels? La réponse est le compromis. A one-dimensional approach to a two-dimensional approach. What are the two dimensions? What the parents want and what the teenager wants. And we have shifted out of dictatorship into a kind of parliamentary. Alors, peu importe le résultat, visualisons une surface bidimensionnelle. Cette surface est composée d'un axe des X et d'un axe des Y. Tout ce qui ne se situe ni à 10 heures ni à 2 heures est un compromis. Ce concept s'applique à différents types de conflits. Il est particulièrement évident dans les disputes entre adolescents. Nous pouvons ensuite étendre et généraliser ce concept. La troisième dimension entre en jeu lorsque nous passons des positions et ajoutons de la profondeur. Cela introduit un mécanisme de résolution de problèmes tridimensionnels. Qu'est-ce que cette troisième dimension? Elle peut être émotionnelle. Comment cela vous fait-il sentir? Cette question mène à une conversation différente. Elle change la relation, les résultats et le processus. But we can see it very clearly with regard to teenage disputes, and then we can elaborate that, broaden it. The third dimension occurs when we move away from positions and create depth. That is a three-dimensional problem. Ou cela pourrait être à propos de l'intérêt. Vous pourriez demander, pourquoi est-ce que cela vous importe? Pourquoi est-ce que cela vous semble si important? Tout change lorsque vous vous dirigez dans cette direction.
Vous pouvez être très créatif dans vos conversations les uns avec les autres. Vous pouvez également être créatif dans vos approches de résolution de problèmes. Cela se produit lorsque vous ajoutez une dimension supplémentaire au processus de résolution de problèmes. Maintenant, voici la question et nous pouvons continuer. Si nous continuons, nous constatons que chaque nouvelle dimension rend les compétences qui étaient utiles à une dimension inférieure obsolètes. Elles ne sont plus utiles. Vous avez maintenant besoin d'un nouvel ordre de compétences supérieures. Tout ce dont vous avez besoin pour résoudre le problème de manière dictatoriale est de savoir ce que le dictateur veut. Ensuite, vous le faites sans le remettre en question. Makes the skills that were appropriate at a lower dimension outmoded, no longer useful. You now require a new, higher order of skills. All you require in order to be able to solve the problem dictatorially. Lorsque vous entrez en négociation, il est crucial de savoir ce que vous voulez et d'être capable de négocier. Vous devez trouver des compromis et des solutions qui fonctionnent, ou du moins trouver un terrain d'entente. Avec les intérêts, nous avons maintenant besoin d'un niveau de compétence beaucoup plus élevé. Cela est dû au fait qu'une conversation basée sur les intérêts, comme discuter d'un couvre-feu ou de l'heure à laquelle vous rentrerez à la maison, est plus nuancée, subtile et collaborative que les discussions précédentes. Nous constatons que ce n'est pas une question de savoir s'il est 22 heures ou 2 heures du matin. Il s'agit de se sentir maître de sa vie et de garantir la sécurité de son enfant. Ainsi, si nous demandons aux parents quels sont leurs intérêts, ils diront probablement que la sécurité en fait partie. It isn't about 10 p.m. or 2 a.m. It's about feeling like you're in charge of your life, like making sure your child is safe. So if we ask, what is your interest to the parents, they'll say safety is one of their interests. So now, and the teenager will say having... Maintenant, un adolescent pourrait argumenter que s'amuser est important. Alors, lequel a raison, la sécurité ou s'amuser? Eh bien, les deux ont raison. Cela signifie que nous sommes passés d'une situation de choix entre l'un ou l'autre à un scénario où les deux sont possibles. Par conséquent, nous devons développer des compétences de niveau supérieur. Je souhaite faire 2 derniers points à ce sujet. Premièrement, que pensez-vous qu'il se passera si vous essayez de résoudre un problème tridimensionnel en utilisant uniquement des compétences bidimensionnelles? De manière prévisible, vous serez bloqué. Vous ne pourrez pas résoudre le problème. Il y aura un conflit, comme vous l'avez suggéré. La seule façon de résoudre véritablement le problème est d'approfondir notre compréhension des systèmes, des structures, des relations et des conversations impliquées. Sur le plan politique, cela fait la différence entre le débat et le dialogue. The conversations that take place. Politically, this is the difference between debate and dialogue. Debate is a two-dimensional process in which there are two sides and only one of those sides can win. But in dialogue, le débat est un processus avec 2 côtés, et seulement un côté peut gagner. Cependant, le dialogue offre plusieurs options. Il n'y a pas de côté, seulement des approches créatives. Nous visons un résultat où personne ne perd et où tout le monde gagne quelque chose de précieux. Comment y parvenir? Ce n'est pas simple. Nous devons engager la conversation, la découverte, l'écoute et la réflexion collaborative, entre autres choses. Combien de dimensions y a-t-il? Selon le célèbre mathématicien Bernard Riemann, il y en a un nombre infini. Mais nous sommes conscients d'au moins 6 ou 7, en particulier dans la résolution des conflits au-delà des 3 ou 4 initiales que j'ai mentionnées. There are an infinite number. But we know of at least 6 or 7 in conflict resolution, beyond these first 3 or 4 that I've mentioned. And maybe I need to add at this point that this is the first... Peut-être devrais-je mentionner à ce stade que c'est notre première conversation et que vous avez écrit un nombre impressionnant de livres. Il est impossible de comprendre pleinement vos pensées en seulement 1 heure. Vous nous avez donné un excellent résumé de votre perspective sur le conflit. Il est clair que vous vous concentrez sur le conflit interpersonnel et la résolution des conflits. Cependant, dans l'un de vos livres publiés en 2006, Au carrefour du conflit, vous avez commencé à développer une théorie générale sur le conflit. D'après ce que j'ai compris de votre présentation, vous avez identifié 6 ou 7 éléments fondamentaux du conflit.
Ceci inclut le chaos, l'entropie, la symétrie et le spectre, suggérant que le conflit est un domaine complexe. That conflict includes chaos, entropy, symmetry, spectrum, and that there's an À nos téléspectateurs, je tiens à souligner que votre compréhension est très profonde. Je crois que vous ne nous donnez que les points les plus cruciaux pour saisir une compréhension intuitive. Cependant, si je vous mets maintenant au défi, Ken, en me basant sur ce que vous avez partagé sur les conflits interpersonnels, et que je l'applique au domaine des relations internationales, nous pouvons examiner deux conflits en cours. L'un se situe à l'extrémité extrême du spectre, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'autre, qui couve à une intensité moindre mais avec le potentiel de dégénérer en quelque chose d'aussi terrible, est le conflit impliquant la Chine, les États-Unis et Taïwan au milieu. Pourriez-vous partager vos réflexions sur la manière de résoudre ces conflits et sur la façon dont ils pourraient être abordés en utilisant votre théorie? how they could be approached with your theory? Yeah, thank you very much. And yes, you're quite right. This becomes intricate and quite beautiful in the way that mathematics can be quite beautiful. Several centuries Oui, ago, merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison. Cela devient complexe et beau de la même manière que les mathématiques peuvent être belles. Il y a quelques siècles, un scientifique nommé Maxwell a écrit une série d'équations pour unifier l'électricité et le magnétisme. Il les a unifiées grâce à la création d'un champ. De même, la théorie de la relativité générale d'Einstein est une théorie des champs. Par exemple, où se trouve l'électricité? Elle n'est pas localisée en un seul endroit. Elle est répartie dans un champ. Nous pouvons le voir en prenant un aimant et une feuille de papier, puis en saupoudrant des limailles de fer dessus et en secouant. over a field. And we can see this simply by taking a magnet in a sheet of paper and sprinkling iron filings on the top of it and shaking it, and you will see that it will create a kind of pattern showing what the, yes, exactly, what the magnetic field looks like. And in a similar kind of way, I think we can think about conflicts as leading us to a field theory which does not yet exist. Vous verrez que cela crée un schéma qui montre à quoi ressemble le champ magnétique. De même, je pense que nous pouvons considérer les conflits comme nous conduisant vers une théorie des champs qui n'existe pas encore. Si nous examinons la planète dans son ensemble, nous pouvons observer plusieurs choses. Si nous considérons la planète comme un champ, nous pouvons voir certains aspects avant de nous plonger dans la guerre. Commençons d'abord par des problèmes plus simples comme le Covid et le changement climatique. Ce que nous pouvons observer à propos du Covid, c'est que les virus ne respectent pas les frontières nationales. Ils les traversent directement. Le changement climatique est un problème qui ne peut pas être résolu par la force militaire ou les litiges. Cannot be solved through military force or through litigation. And so if we eliminate the two principal methods of resolution, and we also look at what the structure is that gives rise to those methods, that is the creation of the nation state, we can see that the problems that we are facing as a planet have Donc, si nous éliminons les deux principales méthodes de résolution et examinons également la structure qui mène à ces méthodes, qui est la formation de l'État-nation, nous pouvons voir que les problèmes auxquels nous sommes confrontés à l'échelle mondiale ont dépassé l'État-nation. Il n'est tout simplement pas assez grand ou assez capable pour résoudre aucun de ces problèmes. Cela nous amène à un changement de paradigme. Que devrions-nous faire maintenant? Je mentionne cela car nous pouvons observer cela à plus petite échelle, en termes de qui a le droit de contrôler quel territoire. Il y a des litiges entre les États-nations. Ces litiges ne concernent pas seulement les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan, mais aussi de nombreux pays différents au sujet de territoires grands et petits. Par exemple, la République d'Irlande et l'Angleterre sont en litige au sujet de l'Irlande du Nord. The Republic of Ireland and England over Northern Ireland, etc. And the question is whose influence is going to hold
in whatever territory that is. Or to put it slightly differently, who's going to get to dominate the decision-making process? Well, this I mention this because the idea of domination over Donc, la question est de savoir qui aura le plus d'influence dans un territoire donné, ou, pour le formuler différemment, qui dominera le processus de prise de décision. Je soulève cela car le concept de domination dans un processus de prise de décision mondiale est une partie du problème qui le rend insoluble. Par conséquent, nous devons trouver un moyen de dépasser la domination en tant que méthode de prise de décision politique. Actuellement, nous avons les Nations Unies, la Cour mondiale et la Cour internationale de justice. Nous avons également des forces internationales de maintien de la paix et divers médiateurs internationaux. Cependant, tout cela est loin d'être suffisant. C'est ce qui manque en Russie, en Ukraine et dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Ukraine, in U.S. and China relations, all of this. Actually, let me start with a wonderful quote from Margaret Atwood, a Canadian novelist, who said that, in quotes, war is what happens when language fails. Mm-hmm. And we can see that war... Commençons par une citation de Margaret Atwood, une romancière canadienne. Elle a dit « La guerre est ce qui se produit lorsque le langage échoue. Nous pouvons voir que la guerre se produit également lorsque les gens sont diabolisés et manquent de respect. Elle se produit lorsque les cultures ne sont pas respectées et que les besoins ne sont pas pris en compte. La guerre peut également se produire lorsque les intérêts ne sont pas satisfaits et que les problèmes pressants sont ignorés. Les émotions intenses, comme l'amour des gens pour leur pays, peuvent également conduire à la guerre si elles ne sont pas reconnues. Si les conflits sont autorisés à s'envenimer, ils peuvent transformer de petites différences facilement résolubles en crises importantes et inévitables. Dans ces situations, la violence peut sembler être la seule solution. Cependant, il existe une solution simple à ces problèmes, le dialogue. So there is a fundamental, simple solution, which is dialogue. But it's more complex than that. So let's add one more simplicity. Every mountain was a molehill once, and opportunities for preventing it from escalating and turning violent were... Mais c'est plus complexe que ça. Ajoutons une autre couche de simplicité. Chaque montagne était autrefois une taupinière, et les opportunités d'empêcher son escalade et sa violence potentielle ont été complètement négligées. Par conséquent, nous pouvons constater que la situation en Ukraine est un échec. Ce n'est pas seulement un échec de la langue, mais aussi un échec de l'attention, de l'écoute, de l'imagination, de l'habileté, de la détermination et même du désir de faire fonctionner les choses ou de trouver des moyens de coexister. Le problème est que nous sommes maintenant dans une ère où les armes nucléaires peuvent facilement anéantir la plupart de la vie sur Terre. De plus, je pense qu'il est important de réaliser que la Russie et la Chine ne vont nulle part. Ce sont des éléments permanents sur cette planète. La seule question est, comment gérons-nous nos différences? C'est là que la résolution des conflits entre en jeu. Oui, Pascal. They are on this planet for good. And the only question is, how do we handle our differences? Here's where conflict resolution comes in. Yes, Pascal. Dans votre livre, Les carrefours du conflit, vous plaidez en faveur du concept de chaos et d'entropie. Si je vous comprends bien, vous suggérez qu'une caractéristique clé du conflit est la perte d'informations. En d'autres termes, nous devenons moins intelligents à ce sujet. Cela semble très simple, puis soudainement ce ne l'est plus. La seule solution à ce problème en apparence simple semble être la violence directe, n'est-ce pas? Cela est fait dans le but d'atteindre la paix souhaitée. Cependant, pour résoudre un conflit, il est nécessaire de réintroduire de l'information. Actuellement, nous assistons à la simplification du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ou entre la Russie et l'Occident, à son niveau le plus basique et le moins intelligent. La situation n'est pas aussi simple qu'une nation contre une autre. C'est bien plus complexe que cela. Prenons par exemple le conflit en Ukraine.
La situation politique au sein de l'Ukraine est au moins aussi complexe que ce que nous avons vu en Yougoslavie. Cependant, cette complexité est souvent négligée, surtout en Occident. Donc, ma question est la suivante. Comment pouvons-nous réintroduire cette complexité et cette information? Nous devons d'abord la simplifier en un modèle bidimensionnel, puis l'élargir en un modèle multidimensionnel. De cette façon, nous pourrons identifier une situation gagnant-gagnant. L'objectif est que tout le monde en bénéficie, ce qui encouragerait le dépôt des armes et le rétablissement de la paix. Brilliant, brilliant question, Pascal. Thank you for that. Um, uh, the there's a thing that I call social. Excellente question, Pascal. Je l'apprécie. J'ai un concept que je nomme l'entropie sociale. Je trouve que la deuxième loi de la thermodynamique est une métaphore utile lorsqu'il s'agit de considérer comment la simplification excessive de problèmes complexes peut contribuer aux problèmes et entraver notre capacité à les résoudre. Cela ne nous empêche pas nécessairement de croire que nous pouvons les résoudre, mais la véritable solution est une autre affaire. Adolf Hitler a un jour déclaré célèbrement : « Le peuple allemand était confronté à des problèmes très difficiles, très complexes. Je les ai simplifiés. Il existe deux façons simples d'aborder les conflits. La première consiste à nier leur existence. And there are two simple ways of approaching conflict. One, there isn't any. Two, it's your fault. Mm-hmm. Right. And so the demonization of Putin, really the demonization of Russia. Deuxièmement, c'est de votre faute. La diabolisation de Poutine, ou plus précisément, la diabolisation de la Russie, et la séparation de Poutine de la Russie, ne reconnaît pas une quantité significative d'histoire. Cela inclut 1000 ans, ou du moins des centaines d'années d'histoire, commençant par la rue ancienne, également connue sous le nom de rue de Kiev, il y a des siècles, jusqu'à nos jours. L'histoire de la Russie est empreinte d'un sentiment d'encerclement et de paranoïa à l'égard de l'Occident. Cela fait partie de sa culture depuis des siècles, mais rien de tout cela n'est pris en compte. Alors, comment pouvons-nous inverser cette tendance vers l'entropie? Nous avons des solutions à cela, des solutions scientifiques qui peuvent servir de modèle. How exactly do we reverse this tendency towards entropy? And we have answers to this, scientific answers that can then be used as a model for imagining, because the actual answers aren't capable of being, Pour imaginer, les réponses réelles sont trop complexes pour être appliquées de manière simpliste. Cependant, considérons un exemple. Il y a un scientifique belge nommé Ilya Prigogine. Il a remporté le prix Nobel et a écrit un livre intitulé « L'ordre issu du chaos ». Dans son livre, il explique comment les systèmes s'auto-organisent lorsqu'il approche des crises. Ils exportent l'entropie dans l'environnement et l'utilisent comme base pour des niveaux de complexité supérieurs. Il existe une théorie qui suggère que l'histoire de l'univers a non seulement connu une augmentation de l'entropie, mais aussi une augmentation de la complexité. For higher orders of complexity. And there's an argument that says that what we have experienced in the history of the universe is not just the increase in entropy, but also the increase in complexity. And the question then is, how does entropy get used to get turned into complexity? Donc, la question est la suivante. Comment l'entropie se transforme-t-elle en complexité? Tout d'abord, nous devons accepter que la deuxième loi de la thermodynamique est exacte. Elle stipule que chaque fois que nous créons des zones de complexité et d'organisation supérieure, il y a une quantité totale de désordre qui augmente progressivement. En d'autres termes, pour le formuler un peu différemment, l'énergie nécessaire pour établir une relation entre des nations en conflit est considérablement plus élevée que l'énergie nécessaire pour les séparer. Un événement unique peut les diviser et rompre leurs relations. Between opposing nation states is much, much greater than the amount of energy that it takes to divide them. One simple
event can divide them, break their relationship. And it's true, of course, with marriages, with families, with societies as a whole. It takes very little to break relationships and a great deal of energy to do something different. En effet, cela est vrai pour les mariages, les familles et les sociétés dans leur ensemble. Il faut très peu pour briser les relations, mais beaucoup d'énergie pour apporter un changement. Prenez la guerre en Ukraine comme exemple. Ce n'est pas seulement un incident isolé entre deux nations avec des problèmes distincts. Bien qu'elle ait une histoire unique, c'est aussi une escalade significative dans une lutte mondiale de pouvoir en évolution rapide. Cette lutte déterminera quels pays, systèmes politiques et visions du monde domineront et façonneront l'avenir mondial pour tous. C'est incroyablement important. And this, of course, is incredibly significant. But what we require in order to be able to solve the problem are methods of drawing people into political dialogue that allow them to actually work together to solve their problems. And we know that this works. We've seen it countless times. Ce dont nous avons besoin pour résoudre le problème, ce sont des moyens d'impliquer les gens dans le dialogue politique. Cela leur permettra de travailler ensemble pour résoudre leurs problèmes. Nous savons que cette approche fonctionne car nous l'avons déjà vu fonctionner de nombreuses fois. Le débat mondial en cours sur la démocratie est significatif. Ce débat se déroule partout, en Hongrie, au Moyen-Orient, en Inde, aux États-Unis et ailleurs. À mon avis, ce débat porte sur notre progression vers une nouvelle relation quelque peu incertaine. Cette nouvelle relation serait une collaboration à l'échelle mondiale. La question est de savoir si nous allons réellement communiquer les uns avec les autres. Ou bien allons-nous essayer de résoudre nos problèmes en imposant nos solutions aux autres? En d'autres termes, nous dirigeons-nous vers la guerre? Or whether we're going to instead solve our problems by imposing our solutions on them. In other words, move in the direction of war. You know, at some level, we have the problem at the moment that the political leadership. En ce moment, nous sommes confrontés à un problème où les dirigeants politiques de différents pays et nations auxquels nous appartenons sont engagés dans une compétition qui semble intrinsèquement excluante. Il semble s'agir d'une situation gagnant-perdant pour les deux parties. Je suis curieux de connaître votre point de vue. Croyez-vous qu'une approche de société civile pourrait créer une situation gagnant-gagnant qui pourrait ensuite être développée politiquement? Je vois toute cette situation, faute d'un meilleur terme, comme un problème complexe. C'est une façon polie de le dire, n'est-ce pas? Nous sommes coincés dans un désordre et nous ne semblons pas trouver de solution. Existe-t-il une approche de société civile pour cela? La politique semble entraver cela. Nous sommes actuellement empêchés de nouer des liens humains à un niveau fondamental. Voyez-vous une solution potentielle à cela? Do you see a way forward there? Civil Yes, society. I do. This is not going to be easy, and who knows whether how the timing of it is going to work out. Oui, je le fais. Ce ne sera pas facile et il est incertain comment le timing va fonctionner. Fondamentalement, nous devons atteindre une masse critique. Cela signifie qu'un nombre significatif de personnes doivent comprendre la nécessité du changement. De plus, ces personnes devraient avoir des compétences en résolution collaborative de problèmes. Cela nous permettra de nous unir d'une manière unique. Permettez-moi de donner un petit exemple. Une grande organisation politique aux États-Unis m'a demandé de l'aide. Cette organisation avait des milliers de chapitres à travers le pays. Il promouvait les candidats démocrates lors des dernières élections présidentielles. Political organization in the United States that had thousands of chapters across the country that were promoting in the last round of presidential elections Democratic candidates for the presidency. And the difficulty was that they had people who were very much pro-Biden. Le problème était qu'il y avait des gens qui soutenaient fortement Biden, d'autres qui soutenaient Sanders et certains qui soutenaient Warren, entre autres. Ces différents groupes ne pouvaient pas communiquer entre eux. Chaque fois que quelqu'un mentionnait Bernie, en référence à Bernie Sanders, la conversation s'arrêtait. Tout le monde savait ce que les autres pensaient, donc aucune discussion supplémentaire n'était nécessaire.
On m'a chargé de créer un dialogue pour faciliter la communication entre ces groupes. Voici les 2 premières questions que j'ai proposées pour le dialogue. Here are the first 2 questions that I came up with for the dialogue. Question number 1. Without identifying which candidate you support, what do you believe are the values that your candidate... Question 1. Sans révéler votre candidat préféré, quelles sont les valeurs que vous pensez que votre candidat représente? Question 2. Comment pouvons-nous appliquer ces valeurs pour faciliter une conversation productive qui améliorera notre pays pour tous? Donc, nous avons 2 questions et un dialogue. De quoi parlent ces 2 questions? Elles sont conçues pour éviter le piège que vous avez mentionné précédemment, la situation où nous sommes bloqués, incapables de penser au-delà de notre propre perspective, en posant une question qui ne peut pas être répondue dans cette perspective. Where we can't think outside of our own paradigm, by asking a question that cannot be answered within the paradigm.